Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de ma précédente vidéo, je vous ai promis de vous parler de virtualisation et en particulier de vous expliquer pourquoi il est plus facile de démarrer avec VMware qu'avec AWS. Avant d'aborder ce sujet plutôt technique, je vous propose de présenter un cas d'usage de modernisation en m'appuyant sur une de mes expériences passées. Vous vous demandez sans doute comment Jeff Bezos s'est retrouvé à la tête d'un empire planétaire en ayant commencé comme tout le monde avec un simple PC dans une pièce trop petite pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est certainement pas facile, mais de nombreux exemples, même très récents, prouvent que c'est encore possible. Amazon ne s'est pas fait en un jour. C'est un enchaînement de modernisation qui a permis à cette entreprise d'atteindre une échelle planétaire. À Monaco, avec les moyens techniques qui sont mis à votre disposition par l'État, une législation du travail à la fois juste pour les employeurs et pour les salariés, ainsi qu'une fiscalité plus qu'avantageuse en comparaison avec les autres pays, toutes les chances sont de votre côté. Je vais vous présenter comment je combine TOGAF et SAFE pour diriger les projets qu'on me confie. Je parle d'une entreprise qui produit des solutions dans le domaine de la sécurité des personnes et des données, dont je tairai le nom pour respecter les engagements de confidentialité que j'ai pris. L'entreprise produit du matériel d'authentification et d'identification biométrique à la pointe de la technologie. La démarche d'architecture qui a été initiée par la direction générale était d'une part pour consolider le socle technologique sur lequel l'entreprise a fondé son succès, et pour continuer d'innover, pour conserver sa place de leader sur le marché qu'elle exploitait. J'ai identifié 3 axes d'amélioration qui permettraient d'accroître leur valeur ajoutée. La résilience, la longévité et la sécurité. Une amélioration simultanée de ces 3 axes permettrait d'accroître la business value et de réduire les risques. Voici l'exemple de roadmap que je leur ai proposé, en m'appuyant sur les 2 frameworks que j'affectionne particulièrement, qui sont TOGAF et SAFE. Compte tenu de l'ampleur de la tâche, seule une approche agile était envisageable, sans quoi le prochain produit ne pourrait pas voir le jour avant plusieurs années. Bien entendu, je ne leur ai pas imposé ce modèle, c'est après un certain nombre de négociations à la fois stratégiques et budgétaires que nous avons opté pour ce dernier. Chaque cycle comportait 3 phases, la planification, la migration et la post-migration qui permettrait de contrôler et d'ajuster les choix qui ont été faits pour que le projet soit couronné de succès. Compte tenu de la taille et du secteur d'activité de l'entreprise, je suis parti du principe qu'un travail d'architecture d'entreprise était déjà en cours. Les éléments qui m'ont été transmis m'ont permis de déterminer que les phases A à E de l'ADM, c'est-à-dire l'architecture, développement, méthode, représentée par cette roue, la phase opportunité et solution a permis d'identifier les projets qui allaient devoir être menés. Pour préparer le travail, j'allais devoir identifier les parties prenantes du projet. Étant donné que les business units pour lesquels nous allions travailler étaient déjà connus, nous nous sommes directement penchés sur le responsable technique et le responsable métier de chacune d'elles. C'est avec eux que nous avons créé une matrice de ce qui pourrait être fait, de ce qui ne pourrait pas l'être et de ce qui serait inutile de faire. Nous avons ensuite collecté les desiderata qui ont été séparés en 2 groupes, les exigences et les besoins. Il nous suffisait alors de positionner ces derniers sur la précédente matrice pour obtenir une vision d'ensemble des projets qui allaient devoir être traités. Les exigences matérialisées en rouge sont toujours prioritaires par rapport aux besoins. Dans le domaine bancaire, par exemple, certaines exigences appelées contraintes réglementaires imposées par le régulateur sont assujetties à des astreintes financières pouvant atteindre 1 ou plusieurs millions d'euros par jour de retard par rapport à la date de livraison exigée. Toujours en phase préliminaire, j'ai proposé d'opter pour une organisation agile de la conduite des projets. Le framework SAFE permet d'appréhender le travail à 2 niveaux imbriqués qui sont la gouvernance et le projet. Au niveau de la gouvernance, on a systématiquement une planification, une exécution, une revue, une rétrospective. Au niveau du projet, c'est un peu pareil. On a une planification, une exécution, un contrôle et un ajustement. Cette remise en code systématique permet d'accroître l'efficacité à la fois de l'équipe et l'efficacité des produits. La phase migration planning est la première phase à part entière du travail qui m'a été confié. C'est donc la phase F de l'ADM TOGAF. Durant cette phase, pour chacun des projets identifiés dans la phase opportunité et solution, nous devions mettre à jour les documents de définition d'architecture, les spécifications des contraintes d'architecture, la roadmap et la vision d'architecture qui évolue et qui est ajustée tout au long du travail d'architecture. Nous devions produire une évaluation des capacités, un plan de mise en œuvre de la migration et un manifeste de travail d'architecture. Le découpage en zone géographique n'est là que pour l'illustration. La société en question n'est pas une société monégasque et ne travaille pas pour la principauté.
Les précédentes méthodes de gestion des projets consistaient à concevoir ce qui allait devoir être fait pour ensuite le chiffrer et le réaliser. Ces méthodes, trop rigides, créaient plus de problèmes qu'elles n'en résolvaient. Le plus souvent, la première phase de réalisation était faite avec trop de soin, alors que les dernières phases étaient bâclées, et ce qui avait pour effet de générer de la dette avant même la mise en production du projet. Avec les méthodes agiles, ce n'est pas ce qui doit être fait qui permet de définir le budget, c'est à l'équipe de trouver les solutions qui permettront de satisfaire les exigences tout en respectant le budget. C'est en m'appuyant sur une approche incrémentale d'enveloppe budgétaire que j'ai pu proposer les options réalistes et déterminer comment j'allais répartir les sommes sur les différents projets. Bien entendu, à ce stade, on n'entre pas dans le détail, mais on doit être suffisamment précis pour que les directeurs de projet acceptent d'engager leurs responsabilités pour le respect des délais et de l'enveloppe qui leur est confiée. Pour conclure la phase de planification des migrations, il faudra la transmettre aux équipes qui seront en charge de la réalisation. Cette transmission comprend le document de définition d'architecture, les spécifications des exigences d'architecture, la roadmap, la vision d'architecture, l'évaluation des capacités, le plan d'implémentation de migration et enfin la déclaration de travail d'architecture qui sera l'acte d'engagement signé par le responsable de projet. C'est à cette occasion qu'on va négocier le séquencement et les dates butoirs auxquelles on ne pourra déroger. Nous entrons maintenant dans la phase de migration à proprement parler. De la transmission ont pu être créés les RFC, les Requests for Change, l'identification des building blocks, c'est-à-dire les fonctionnalités qui sont réutilisables, et nous disposons de la déclaration du travail d'architecture signée. Le rôle de l'architecte est d'assurer le suivi et le respect des points qui ont été préalablement négociés. Au terme de cette phase, on met à jour les déclarations de travail d'architecture qui peuvent être commentées en fonction des circonstances. Pour réussir ces migrations, j'ai proposé d'adopter une approche DevSecOps. DevSecOps correspond au développement, à la sécurité et aux opérations. En réalité, et en particulier dans le contexte de cette entreprise sensible, on pouvait appeler cette approche SecDevOps, car nous avons travaillé en Security by Design, c'est-à-dire que la sécurité a été conçue avant les produits qui ont dû y être adaptés. Le DevSecOps consiste à favoriser la collaboration entre ces trois équipes qui travaillaient souvent en opposition par le passé. Ma petite touche personnelle à l'ADM TOGAF est le positionnement du diagramme DevSecOps à la place de la phase de gouvernance et de mise en œuvre. Je trouve que ça met assez bien en perspective tout le travail de l'architecte. Comme je l'ai dit, les projets étaient basés sur une approche Security by Design. En exemple des différents points qui ont été traités avec précaution, je citerai le top 10 OWASP, l'Open Web Application Security Project, qui est une communauté qui identifie et classe les vulnérabilités des applications Internet. OWASP couvre aussi l'IoT, Internet of Things, ou les objets connectés qui sont souvent les parents pauvres de la sécurité. Je vous laisse imaginer s'il était possible de se connecter en Bluetooth à un lecteur d'empreintes digitales pour qu'il donne la validation d'accès à une personne non accréditée. J'ai ensuite demandé à ce que l'entreprise se conforme au manifeste du Software Craftsmanship pour assurer une bonne qualité de code. Ce manifeste compte 4 points essentiels qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on crée des logiciels, mais aussi tous les objets connectés qui embarquent toujours une couche logicielle. Je ne liste pas ici toutes les bonnes pratiques liées à l'approche du développement. J'espère que ça attisera votre curiosité et que ça vous poussera à aller regarder dans Google ce qu'est le Software Craftsmanship. Vous verrez que c'est très intéressant. Pour la résilience de code, j'ai demandé aux équipes d'adopter une approche Test-Driven Development. En d'autres termes, on commence par concevoir les tests qui vérifient les résultats attendus et on implémente ensuite le code qui permet de les obtenir. A priori, ça semble être une perte de temps, mais en réalité, le gain est énorme. Au final, les applications sont beaucoup plus solides et beaucoup plus évolutives. Le petit jeu de mots, regardez la définition de solide sur Google, c'est pas en lien direct avec le test-driven développement, mais c'est important pour la qualité de code. Enfin, j'ai préconisé une infrastructure as code, qui permet par l'action combinée des équipes Dev, Sec et Ops d'automatiser la mise en œuvre des plateformes de test, d'intégration, de qualification et de production. Bien entendu, on ne reconstruit pas à la volée les environnements de production à chaque déploiement. Mais lorsqu'on les fait évoluer, ça permet de disposer des outils agiles et d'adopter une approche similaire au développement, mais appliquée à l'infrastructure. Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés à la complexité des environnements internationaux à base de microservices à haute disponibilité, je vous invite à vous y intéresser et vous verrez que l'automatisation des tests et des déploiements est indispensable si on veut avoir la réactivité requise pour s'engager sur des SLA à plus de 99%, c'est-à-dire moins de 96 heures d'indisponibilité par an. Je ne détaillerai pas plus cette phase car l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter une vue d'ensemble. J'espère pouvoir vous faire une petite vidéo sur le DevSecOps dès que j'en aurai le temps.
La dernière phase de l'ADM est consacrée à la gestion de changement d'architecture. C'est à cette occasion qu'on met à jour le référentiel d'architecture en fonction des différents points de vue. Au terme de cette phase, on peut soit reboucler sur un nouveau cycle ou arrêter le projet. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour l'intérêt que vous y avez porté. J'espère que vous suivrez mes prochaines vidéos. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le truc en bas là. Vous pouvez mettre un petit pouce si jamais vous trouvez que c'est un peu intéressant. Et surtout, j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer et que je pourrai vous aider à mener à bien vos projets de transformation digitale. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.